Mesdames, Messieurs, bonsoir. Jean-Marie Watonsi pour Wassaf. L'année 2025 qui s'achève aura été marquée par la disparition de grands combattants de la liberté. Un de ces chevaliers, c'est un ancien bâtonnier, Maître Yonder Black. Lors de ses obsèques, un hommage puissant et profondément humain lui a été rendu par le professeur Maurice Kamto. Ce texte, à la fois intime et porteur d'une haute exigence morale, a eu le mérite d'être éclairé par un regard attentif et euh, sérieux. Ce soir, je me permets de revenir sur deux confrères français qui ont brillamment analysé ce discours, offrant à la fois une lecture juridique rigoureuse et une interprétation sensible de sa portée symbolique et historique. Je leur laisse la parole afin qu'ils partagent avec nous leurs observations et leurs éclaircissements. Bonjour, et c'est un texte qui est bien plus qu'un simple hommage en fait. Ah oui, c'est une évidence dès la première lecture. C'est un document d'une densité assez rare. Chaque mot semble peser, choisi pour son poids, politique, philosophique et même intime. C'est exactement ça. On pourrait croire que c'est un simple adieu à un ami, mais en réalité il y a plusieurs niveaux de lecture. C'est un peu comme peler un oignon, j'ai l'impression. On a d'abord l'amitié, bien sûr, puis on découvre une sorte de manifeste, le portrait de l'homme de loi idéal, et enfin un appel presque désespéré à la nation. Un appel très solennel en tout cas. On va essayer de déplier tout ça ensemble. Alors, commençons par ce qui saute aux yeux, vraiment. Cette relation entre les deux hommes, elle n'avait rien d'évident. En effet, et comme Tho le dit lui-même dès le début, il met les pieds dans le plat. Oui, il écrit et la phrase est très très révélatrice. Qui eût pu croire il y a moins d'une décennie que je me tiendrais là? Ça donne le ton immédiatement. Tout à fait. On sent qu'il y a une histoire derrière l'histoire, une relation qui ne s'est pas faite naturellement. Voilà, il précise bien le point de départ. Ils se sont d'abord connus et observés à distance. Et dans le contexte politique camerounais, cette observation à distance, ce n'est pas anodin, quoi. Non, ce n'est pas une amitié de jeunesse. Pas du tout. C'est une convergence tardive. On peut imaginer une certaine méfiance ou en tout cas une grande prudence au départ. Et il nous donne des points d'ancrage. Et parle d'une première visite en 2013, puis d'une autre en 2018. Mais ce qui me frappe, au-delà des dates, c'est la description de l'accueil. Ah oui, le moment avec Yongdo Black et son épouse Marie-France. Exactement. Il le décrit comme chaleureux, détendu, blagueur, et il ajoute du genre qu'on réserve à un vieil ami de la famille. Il y a un contraste énorme entre la distance publique et cette intimité-là. On passe de l'observation à une adoption presque familiale. Et c'est là que le texte bascule. On quitte le champ purement politique pour entrer dans une dimension plus humaine. Et c'est ce qui rend ce lien si puissant. Kamto cherche d'ailleurs à le nommer, ce lien. Et le terme qu'il choisit est fort, il parle de complicité intellectuelle, voire idéologique. Oui. Alors, quand j'ai lu complicité idéologique, je me suis arrêtée. Le mot idéologique, ça peut sonner un peu rigide, dogmatique, non? C'est une excellente remarque, et je crois que Kamto anticipe cette interprétation. C'est pour ça qu'il définit tout de suite ce qu'il veut dire par là. C'est-à-dire? Il ne s'agit pas d'adhérer à un programme politique. Il s'agit, et je le cite, d'une vision partagée de la gestion de la cité et de l'avenir de notre pays. L'idéologie ici, c'est un horizon commun. C'est une éthique. D'accord, donc une complicité sur la vision, pas sur le parti pris. Sur le comment on construit une nation, pas sur le qui doit la diriger. Précisément. Et il apporte une nuance qui est, pour moi, la clé de tout. Il décrit ces relations comme physiquement distantes, mais intellectuellement intenses. J'adore cette formule. Elle est parfaite. C'est une amitié qui n'a pas besoin de s'afficher. Il dit qu'elle n'est pas tapageuse, déclamatoire. C'est l'anti-politique spectacle, en fait. C'est une relation qui se nourrit d'autre chose. Et il utilise une image magnifique, il dit qu'elle se nourrit du nectar de l'esprit. C'est presque poétique. Cette métaphore du nectar, elle est fondamentale. Elle suggère une pureté, une essence. Leur lien est distillé, il est le produit d'une réflexion, loin des compromissions du quotidien. Et il renforce cette idée avec une autre métaphore, tout aussi forte. Pour lui, Yonder Black était l'étincelle de lumière annonçant le beau temps au fond d'un ciel bâché. Un ciel bâché, l'image est sombre. Oui, elle dépeint un climat politique lourd, opaque, presque sans espoir. Et dans ce ciel, Yonder Black, ce n'est pas le soleil, ce n'est pas l'orage, c'est juste une étincelle. C'est à la fois modeste et immense. Exactement. L'étincelle, elle ne chasse pas la nuit.
mais elle prouve que la lumière existe encore. Elle est la promesse d'une aube. On comprend alors que leur amitié était fondée sur cette espérance. Ce n'est pas juste de l'admiration, c'est une reconnaissance mutuelle dans un combat pour la lumière. Et cette amitié, c'est le socle sur lequel il construit tout le reste. Et c'est là qu'il passe à une autre dimension. Il ne parle plus seulement de l'ami, il dresse le portrait d'un idéal, l'idéal de l'avocat. Oui, il utilise la figure de Yondo Black pour définir ce que cette profession devrait être, dans son sens le plus noble. Il en fait un archétype. C'est ça. Et il le fait avec une question rhétorique qui est une véritable claque. En gros, il demande « Peut-on encore se dire avocat si on se tait, par lâcheté, par intérêt, pendant qu'on piétine les libertés ?» La citation exacte est « Et un avocat, en serait-il encore un si, par couardise, vénalité ou indifférence, il festoyait sur la tombe des libertés fondamentales de la personne humaine. » Festoyer sur la tombe, c'est d'une force. C'est d'une violence inouïe. C'est une mise en cause directe de toute une partie de la profession qui serait tentée par le silence, la compromission. En posant cette question, il érige Yondo Black en étendard de l'intégrité absolue. De celui qui, par définition, ne pouvait pas festoyer. C'est ça. C'est une manière de définir en creux la grandeur de la fonction. Être le rempart ultime contre l'arbitraire. Et ensuite, il décline les qualités de ce rempart. Il le décrit comme un défenseur talentueux et ardent de la parole libre, un porteur d'un humanisme transcendant. Ce qui me fascine, c'est l'expression « le verbe haut et une révolte contenue ». Ah oui, cette révolte contenue, c'est très juste. Ce n'est pas la révolte de la rue explosive désordonnée. Non. C'est une force canalisée, transformée en énergie argumentative, en puissance juridique. C'est la colère devenue intelligence, quoi. Et cette énergie, elle vient d'une source très claire, que Compton nomme une indignation irrépressible face à l'injustice. Ce n'est donc pas un choix de carrière, c'est une nécessité existentielle. On ne devient pas Yondo Black, on l'est. Et ce portrait se connecte directement à une vision de la justice elle-même. Absolument. Pour Compton, Yondo Black était un grand avocat parce qu'il avait compris le but ultime de la justice. Il le résume dans une phrase qui devrait être gravée partout. La justice est faite pour protéger les citoyens, non pour les anéantir. C'est un renversement de perspective radical. Totalement. Par rapport à une vision de la justice comme simple outil de répression de l'État. La justice comme bouclier, et non comme épée du pouvoir. C'est ça l'idée. Et il ajoute que cette justice prend racine dans le respect de la personne humaine. Le socle de tout. Sans ça, la justice n'est qu'une machine. Et potentiellement brutale. Et c'est pour ça qu'il conclut l'avocature taillée comme un costume taillé sur mesure. Il y avait une fusion totale entre l'homme, ses valeurs, sa profession. Mais le texte ne s'arrête pas là. Il bascule à nouveau, de manière encore plus intime. Compton révèle que Yondo Black était une source d'inspiration personnelle pour lui. Un moteur. C'est un passage très émouvant. On sent qu'il baisse un peu la garde. C'est le cœur émotionnel du texte. Compton fait une confidence sur ce qui le maintient debout. Il y a deux choses, dit-il. D'abord, l'injustice et la souffrance des plus pauvres. Ça, c'est le moteur social, politique. Oui, et puis il y a l'autre chose, plus personnelle. L'éclat de rares étoiles, comme toi, échappées de la Voie lactée, qui clignent dans le ciel opaque de notre société. L'image de l'étoile. On revient à cette idée de lumière dans l'obscurité. Mais là, c'est encore plus fort. Une étoile, c'est un guide, un point de repère fixe quand tout est chaotique. C'est exactement ça. Elle ne vous parle pas, elle ne vous aide pas matériellement. Mais sa simple présence vous empêche de vous perdre. Elle donne force à l'espérance. Yondo Black devient une figure presque mythologique, un repère moral dans une nuit qui conspire à notre perte. Cette confession est vertigineuse. Oui, elle nous dit qu'au-delà des stratégies, des discours, la persévérance, parfois, ça tient juste à l'existence de quelques figures exemplaires. Le simple fait de savoir qu'un homme comme lui a existé, ça suffit à alimenter la flamme. C'est une vision incroyablement forte. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'il ne laisse pas cette étoile seule dans le ciel. Il la connecte directement au sort de la nation. Et voilà le grand pivot du texte. L'hommage intime, le portrait professionnel, tout ça c'était la piste de décollage pour le message politique principal. C'est ça, le moment charnière, c'est cette phrase. Il nous faudra des Yondo Black Mandinguais pour bâtir ou reconstruire tous ces ponts qui manquent entre les Camerounais. Le nom propre devient un nom commun, un Yondo Black. C'est un concept, un programme en soi. Et c'est là qu'il introduit son idée maîtresse, la fraternité républicaine.
Un concept qu'il prend bien soin de définir. Oui, et il est très prudent. Il commence par dire ce que ce n'est pas. Et c'est crucial. Il dit « Je ne parle pas de cette fraternité qui naît du lien de sang ». Il écarte d'emblée toute lecture tribaliste, ethnique, clanique. Il démine le terrain avant de construire. Alors c'est quoi sa définition en gros? Il la définit comme cette forme de fraternité que nous produisons ensemble et faisons couler dans les veines de la citoyenneté. J'aime beaucoup ce vocabulaire. Produire, faire couler. Oui, ça montre que ce n'est pas quelque chose de spontané. Ce n'est pas un héritage. Non, c'est une construction volontaire, un projet conscient. C'est comme une maison qu'on doit bâtir ensemble, brique par brique. Donc ce n'est pas un acquis, c'est un projet de société, une fraternité qui unirait les gens non parce qu'ils viennent du même village, mais parce qu'ils regardent vers le même avenir. C'est l'idée d'un idéal commun qui enjambe tribu et ethnie. Et Yondo Blek, là-dedans, en est l'incarnation, la preuve vivante que ce n'est pas une utopie. C'est pour ça que le portrait qu'il adressait avant était si important. Exactement. Et c'est ce qui donne à la suite du propos un ton d'une gravité extrême. Ce n'est plus une proposition, c'est un avertissement. Il assène cette phrase terrible « Nous ne survivrons pas en tant que nation sans cette fraternité-là ». La survie. Le mot est lâché. Il ne parle plus de progrès, de développement. Il parle de la survie pure et simple du Cameroun en tant que nation. C'est un diagnostic très sombre. C'est un diagnostic existentiel. Et il le file avec une autre métaphore, celle de la nation-mère qui ne survivra pas sans tous ses enfants. Le message est limpide. Toute forme d'exclusion, de division, c'est une pulsion de mort pour le pays. Il met en garde contre la destruction mutuelle par l'énergie mortifère de la haine. Le mot mortifère est clinique, il est glacial. Il décrit la haine comme une force active de néantisation. C'est donc un appel à l'unité, mais pas une unité naïve qui gommerait les identités. Non, au contraire. Il prend soin de préciser qu'il faut reconnaître indiscutablement que chaque Camerounais vient de quelle part, mais que c'est ensemble que nous devons avancer. Reconnaître les racines de chacun pour mieux construire le tronc commun. C'est un équilibre subtil. Et c'est le cœur de son message politique, en fait. L'hommage à Yondo Blak devient le véhicule d'une vision pour le Cameroun. Une vision où la fraternité n'est pas un sentimentalisme, mais la condition de la survie. Si on résume, ce texte est vraiment une architecture complexe. On part de l'intime, de l'amitié. On s'élève vers l'universel avec le portrait de l'avocat idéal. Et tout ça culmine dans un manifeste politique urgent pour la nation camerounaise. C'est ça. Et malgré la gravité du diagnostic, la conclusion n'est pas désespérée. Ils se raccrochent à leur conviction partagée que la renaissance du Cameroun n'est pas une espérance stérile. Donc, c'est un avertissement, mais c'est aussi un acte de foi. Un appel aux armes, au sens moral du terme. Exactement. C'est une feuille de route en quelque sorte. Un texte qui dit « Voilà d'où nous venons, voilà le danger, et voilà le chemin à suivre », incarné par des figures comme Yondo Blak. Et ça nous laisse, je crois, avec une dernière pensée, une question qui va au-delà du texte lui-même. Oui, Camto présente Yondo Blak comme un bâtisseur de ponts. L'hommage est magnifique, il est nécessaire pour la mémoire bien sûr. Mais la mémoire ne suffit pas à construire l'avenir. C'est là toute la question. Au-delà des hommages, aussi poignants soient-ils, comment une société peut-elle cultiver activement et reconnaître les bâtisseurs de ponts d'aujourd'hui? C'est une bonne question. Comment identifier et soutenir ceux qui, au quotidien, souvent dans l'ombre, incarnent cette fraternité républicaine? Parce que si on attend qu'ils soient morts pour célébrer leur héritage, on risque de toujours avoir un train de retard sur les forces de la haine. La vraie question que ce texte nous lègue, c'est peut-être qui sont les Yondo Blak de maintenant? Et que faisons-nous pour qu'ils puissent construire? En matière d'analyse de discours, je crois que vous avez été édifiés par nos confrères. En tout cas, en ce qui me concerne, je les ai écoutés avec beaucoup de plaisir. Merci d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et à très bientôt. Wassaf, c'est Watansi sans fil. Wassaf, c'est du journalisme un cran au-dessus. Oh, il le fait sans filtre. Suivez-moi à Wassaf.